que la session qu'on ouvre porte, comme vous le savez, sur un des changements les plus importants, sinon le plus important, sur votre visibilité en ligne depuis le lancement de Google. C'est un changement qui détermine si les clients entendront parler de vous en premier ou de vos concurrents. Donc, notre intention avec Alexis, lors de ce webinaire, que vous puissiez repartir tout à l'heure avec quelques informations clés que vous pourrez prendre en compte dès demain, que vous soyez du côté marketing ou du côté technique. Mais peut-être commençons par nous présenter. Vaimo est une agence, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore assez bien, nous sommes une agence digitale internationale qui offre des services à la croisée du commerce en ligne, du contenu, de la data et du marketing et de l'IA. Et depuis presque 20 ans, nous apportons les meilleures innovations sur ces sujets à nos clients sur 4 continents. Et aujourd'hui, l'IA est littéralement au cœur de toutes nos solutions, de nos méthodes de travail et de notre service. Moi-même, je suis Arnaud Beuillard, le directeur commercial pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Et depuis presque 7 ans, j'assure la réussite de nos clients sur ces marchés, appuyés par nos équipes d'experts et de delivery. À toi, Alexis. Bonjour à tous. De mon côté, je suis donc Alexis. Je travaille au sein de notre centre Data and AI, à la fois sur la partie benchmarking des outils externes que l'on est amené à implémenter sur des projets clients, mais aussi sur la partie enablement en interne, puisque je coordonne l'adoption IA au sein de nos services. Aujourd'hui, comme vous le voyez, notre sujet va se concentrer autour de notre partie Analytics et IA. Et ce que nous aborderons plus particulièrement, effectivement, ce sont les spécificités du GEO, le fameux Generative Engine Optimization, et en quoi il diffère du recensement traditionnel. Oups, je voulais changer de slide. Ah oui, j'avais, pardon, une slide dynamique sur la présentation des activités de Vaimo. Désolé, donc vous voyez, on a un ensemble de partenaires, on a tous ces pays, une vingtaine d'années d'expérience. Voilà, désolé d'avoir skippé cette slide. Donc, aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser au GEO et s'intéresser à savoir comment vous pouvez devenir la marque recommandée par l'IA, plutôt que ce soit celle de vos concurrents, que ce soit avec les LLM ou plus avancé encore avec les fameux agents. On va vous présenter quelques moyens pratiques pour mesurer les performances actuelles de votre contenu dans les recherches IA. Et puis, nous allons également évoquer les erreurs les plus courantes que l'on fait au sujet du GEO. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de cette session, vous puissiez repartir avec des informations et quelques idées que vous pourrez appliquer dès demain, si vous le souhaitez, aux soins de votre équipe ou marketing ou technique. Avant de passer à des éléments un peu plus précis, nous ferons, Alexis et moi, un petit tour d'horizon des comportements les plus récents observés et des outils disponibles. Ils nous serviront de repères face aux conclusions à tirer et aux actions à mener. Pour certains d'entre vous, je le conçois, ce seront peut-être des généralités. Vous êtes probablement déjà, pour certains, bien informés du sujet, mais nous aborderons des aspects un peu plus techniques en deuxième partie. Avant de commencer, je vais passer la parole à Alexis pour quelques questions que nous souhaiterions vous poser. Tout à fait, Arnaud. Et ce qu'on se disait avec Arnaud, c'est que peut-être avant d'entrer dans le détail, comme il l'expliquait, ça pourrait être intéressant de savoir qui se sent concerné par le sujet, qui parmi vous a déjà pris ownership du sujet en interne, tant en termes de rôle que de responsabilité. Est-ce que du coup, vous pourriez peut-être nous dire dans quel type de fonction et quel type d'industrie vous évoluez pour ceux que Arnaud n'a pas encore la chance de connaître. Vous pouvez soit prendre la parole, soit n'hésitez pas à partager cela dans le chat. Donc on a dans la presse, hôtellerie, oui forcément, secteur sportif, ok. Industrie, pharma. Industrie à nouveau. Secteur des déchets, ok. Assurance, c'est bien, on voit qu'on a vraiment autant de participants que de sujets, Arnaud. Oui.
L'emballage B2B, ok. On a vraiment des sujets qui, pour le coup, ne reviennent pas autant souvent que les autres sur la partie JO, mais du coup, par rapport à ces réponses que vous avez données, on a un set, le retail, on a un set de questions qu'on voulait vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre adoption de la recherche IA ou l'optimisation JO. Vous êtes, par exemple, juste en train de commencer à explorer la question, est-ce que vous testez déjà activement plusieurs tactiques, est-ce que vous avez déjà installé n'hésitez pas à nous dire ça dans le chat également. Ok, donc on a stade découverte pour Manoir, les Noirs, pardon. On a un audit réalisé pour Sébastien. Découverte pour Max aussi. Ok, découverte pour Christine. Ok. Optimisation géo en cours, SO avancé pour Perrine, découverte pour Thomas. Ok, on voit qu'on a quand même une grande partie d'entre vous sont encore au stade découverte. Pour la deuxième question qu'on souhaitait vous poser, ça s'adressera peut-être plus pour le coup pour Perrine et Sébastien, en l'occurrence, avec les réponses qu'on a à l'écran. Est-ce que vous avez déjà commencé à optimiser la structure technique de votre site ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est en cours de planification? Ok, pas encore d'optimisation spécifique pour le JO pour Sébastien. Et un webmaster qui dit que c'est déjà fait pour Perrine. Ok, pas encore. Max qui nous dit optimisation SEO en cours, mais pas de JO. Je pense que c'est le bon marche à suivre de toute manière, on y reviendra. Et la dernière question pour tout le monde, pour le coup, indépendamment du fait que vous ayez commencé à optimiser ou pas pour le JO, est-ce que vous avez une idée de comment structurer votre contenu pour l'IA? Je suppose qu'au moins l'un d'entre vous le sait, puisqu'il a fait un audit, Sébastien. En tout cas, j'espère qu'à l'issue de votre audit, vous avez une idée de comment optimiser pour le JO. Je vais le faire plutôt à l'oral, je pense que ce sera plus simple. Ouais. Sur l'audit, c'est un audit qui était assez light, donc pour le coup, oui, il y a des recommandations en fait, et plutôt une explication de ce qu'est le JO plus qu'un audit. Ok. C'était vraiment pour dégrossir le sujet plus que vraiment. Exactement. Okay. Mais déjà une très bonne étape. C'est ça, je pense que c'est étape préalable. On va nous dire, mais... Tout à fait. Perrine qui nous dit oui avec des FAQ entre autres. Ok, c'est bien, on y reviendra aussi légèrement sur les FAQ. Et la dernière question, qu'on passe vraiment pour le coup sur la présentation, c'est est-ce que vous commencez déjà à mesurer le trafic en provenance des moteurs génératifs et des LLM? Est-ce que vous avez une idée des outils à utiliser, qu'on peut utiliser, qu'on peut employer? Est-ce que vous ne savez pas où chercher, par où commencer? Est-ce que vous avez peut-être des mesures de base en place avec des outils traditionnels? Donc, GA4, ok, bah c'est un début. SEMrush, effectivement, il y a des fonctionnalités en plus maintenant qui permettent de traquer un petit peu ce qui se passe sur l'LLM. Mention, ok, celui-ci je ne le connais pas. Et Jade qui nous dit qu'ils utilisent l'outil d'une agence pour un business unit. Ok. Arnaud, est-ce qu'on n'attaquerait pas le vif du sujet pour le coup avec des réponses aussi variées les unes que les autres? Je pense que ça sera intéressant pour tout le monde. Oui, on voit très bien que le JO est un sujet d'actualité. Bon, la question cruciale est est-ce que et comment vos produits apparaissent lorsque un prospect ou un client pose la question à un assistant IA ou bien est-ce ceux de vos concurrents? Bon, commençons par un peu de contexte. Aujourd'hui, les gens, vous, nous, vos clients et prospects, y compris mon beau-père de 86 ans, cherchent non plus seulement des informations sur un produit ou un service,
En fait, ils cherchent une solution à leurs problèmes. C'est ce que permet donc la formulation en langage naturel sur les LLM. Ou alors, ils cherchent des informations sur vos produits et services, mais avec une explication et une justification. Et obtiennent des réponses directement à partir de ChatGPT, Perplexity, Bing Copilot, Claude Mistral, et même en dehors de France déjà avec Google AI Overviews, sans en fait directement visiter votre site. D'ailleurs, Alexis, est-ce que tu peux partager ton avis sur lequel de ces outils est le plus utilisé ou le plus approprié et à quel type de tâche? Alors, c'est une bonne question, Arnaud, puisque c'est une réponse qui change en permanence. Quand on parle de volume de recherche, c'est évidemment Google qui ressort en premier, sans surprise. L'année dernière, et malgré l'explosion de ChatGPT qu'on a pu voir sur comme les autres, mais ChatGPT en particulier sur la phase 2024-2025, il y avait encore 20 fois moins de recherches sur ChatGPT que sur Google à date de décembre de l'année dernière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que optimiser Google, on parle de Google au sens traditionnel, ou Google dans le sens général du terme, avec les overviews qu'on attend encore d'ailleurs toujours. En France, c'est que optimiser pour Google, ça devrait être la priorité, puisque c'est là que l'essentiel du trafic se passe. Où se fera dans le cas de la France avec Overviews, puisque les prévisions pour le volume de recherche additionnel et l'impact additionnel que cela représentera quand ça arrivera sont toutes assez conséquentes. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, c'est ce que je voulais dire, qui passent directement par les LLM pour faire leurs recherches et qui vont soit plus du tout sur Google, soit qui passent d'ailleurs soit en premier lieu par un LLM et ensuite peut-être sur Google pour affiner, vérifier. Et donc, ces autres interfaces, ces autres outils deviennent tout aussi prioritaires à prendre en compte pour le développement de votre marque dans le référencement JIO. Là où ça change un petit peu la donne de manière générale, c'est que le playbook, il y a des piliers qui restent les mêmes, quels que soient les outils, on le verra plus tard. Mais de manière générale, ce qui change, c'est que chacun de ces outils a une manière de récupérer et de traiter l'information un petit peu différente, ce qui fait que la stratégie au sens large reste la même. Le playbook tactique au sens application du terme est un petit peu différent d'un outil à l'autre. D'ailleurs, ceux qui ont fait des audits avec des outils qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, le type d'audit qu'un des participants évoquait à l'instant, remarquera qu'il y a probablement des évaluations différentes en fonction du modèle de LLM qui est évalué. Tout à fait. Oui, donc je reprends le fil. Oui. La conséquence est en fait une vraie révolution pour notre manière de gérer l'acquisition, étant que les LLM ne feront pas payer l'équivalent d'un budget SEA, ça correspond en fait à une excellente opportunité de top ranking gratuit, entre guillemets, car ça ne vous coûte pas plus cher de développer une bonne page en termes de GEO qu'une mauvaise. En fait, pour la première fois en 22 ans, le trafic de recherche de Google est en baisse. Gartner prévoit même une chute de 25% du volume de recherche traditionnel d'ici la fin de 2026. Il ne s'agit pas d'un changement progressif ou d'une transition lente, comme on l'observe. Tout ça est en train de produire à grands pas. Et cela signifie que vous pouvez être classé déjà numéro 1 ou encore numéro 1 sur Google et rester presque totalement invisible dans les réponses générées par l'IA. Bon, 25% du volume de recherche, ça reste une prévision, mais que se passe-t-il exactement à l'instant T? Eh bien, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est ce qui a été lancé par OpenAI, qui illustre parfaitement ce dont on parle, le shopping intégré dans ChatGPT. J'arrive à le lancer correctement. Voilà. L'exemple est simple. Un consommateur cherche un plat en céramique. Regardez bien la différence. On n'est plus dans une recherche par mots-clés, mais dans une conversation avec l'IA. Ce qu'on voit, c'est une bascule majeure. L'utilisateur pose une question en langage naturel, précise ses besoins, taille, usage, budget, et l'IA lui propose directement des produits pertinents avec même la possibilité d'acheter sans quitter la conversation. Mais il y a un point clé. Si derrière ce plat en céramique, les données produits ne tiennent pas les attributs essentiels, couleur, budget, composition, disponibilité, prix, ChatGPT n'aurait tout simplement pas pu le recommander. Et c'est ça le cœur du sujet. L'IA conversationnelle
ouvre de nouvelles expériences d'achat B2C, mais aussi B2B. Cependant, elle ne peut les livrer que si vos données produits sont prêtes pour le faire. Le mot-clé à la requête contextualisée, ce n'est pas simplement une évolution technologique, c'est déjà un changement mesurable dans les comportements et les résultats. Vous voyez ces chiffres, hein, selon McKinsey, 50% des consommateurs utilisent désormais intentionnellement la recherche IA pour guider leurs décisions d'achat. C'est vraiment énorme et la capacité à comprendre le contexte de la demande transforme directement votre manière de faire le business. Google a indiqué l'année dernière que 60% des consommateurs disent avoir découvert les nouveaux produits IA grâce à l'IA. 60%. Ça veut dire que l'IA ne se contente pas d'accompagner un achat qui est déjà prévu, elle ouvre de nouvelles opportunités et d'inspiration. Et Ahrefs, de son côté, note que 46% des AI Overview de Google, alors je suis désolé, on donne une référence sur quelque chose qui n'est pas utilisé sur le marché français, mais c'est une tendance significative et vraiment intéressante à mesurer. Donc, 46% des AI Overview de Google ciblent des requêtes longues de 7 mots ou plus. Et 57,9% sont des requêtes formulées sous forme de questions. Donc, les gens ne tapent plus 2 ou 3 mots-clés, ils posent vraiment des questions détaillées, souvent très précises, pour formuler un problème auquel ils attendent une réponse. Et puis du côté marque et distributeur, Forrester souligne que 70% des retailers considèrent que la qualité des données produits reste pour eux le frein numéro 1 à l'adoption de l'IA. Ce qui est frappant pour moi, enfin pour Alexis et pour moi, c'est que ces nouveaux comportements ne concernent pas uniquement les interactions avec ChatGPT ou les IA conversationnelles, on les retrouve aussi sur les moteurs de recherche traditionnels. Les gens posent des questions plus longues, plus précises, plus contextuelles qu'avant, même à Google. Et donc, les habitudes de recherche ont changé et les gens se sont mis dans la tête qu'effectivement, ils pouvaient formuler leurs requêtes totalement différentes, quelle que soit l'interface. Et la conclusion est simple, il faut préparer nos données produits pour répondre à ces attentes, en fait, quel que soit le canal. Voilà, pardon. Oups. Donc 58% des consommateurs privilégient la recherche par Gen AI au moteur de recherche pour obtenir des recommandations de produits. Et déjà, 89% des acheteurs B2B utilisent ChatGPT. Moi, j'ai l'exemple qui avait été partagé par Akeneo lors de leur grand événement l'année dernière à Paris. Ils racontaient qu'un de leurs clients, l'un de leurs gros clients aux États-Unis, qu'ils rencontraient, avait déjà une excellente perception d'Akeneo, posait les très bonnes questions sur le PIM, son application, dans quel contexte, des questions très pertinentes par rapport aux spécificités d'Akeneo. En fait, ils en savaient déjà énormément sur le produit et ils leur ont révélé qu'ils avaient tout simplement chargé leur cahier des charges dans ChatGPT et demandé à l'intelligence artificielle de leur recommander le PIM le plus pertinent et d'expliquer pourquoi. Et pour les participants à cette conversation, à cet échange d'aujourd'hui qui sont dans le B2B, eh bien, on peut probablement s'attendre demain que des requêtes complexes sur des cahiers de charges très élaborés, avec des détails techniques sur des composants électriques ou même sur de l'emballage ou peu importe, soient tout simplement téléchargés sur un LLM avec la demande de répondre avec le produit, le fournisseur le plus pertinent. Donc, une tendance réellement à prendre en compte à la fois pour le B2B et pour le B2C. Et donc, vous avez vu vous avez entendu qu'aux États-Unis, Amazon a lancé sa fonction Boy to Me qui permet à son agent d'acheter même sur des sites autres que celui d'Amazon. Le client final ne reste en contact qu'avec Amazon et continue à vivre la même expérience de qualité offerte par Amazon qui acquiert elle-même la data et conserve le client. Donc, un tas d'évolutions importantes qui sont à prendre en compte dans la manière dont on se fait votre business. Bon, Alexis, le commerce agentique s'imposera demain, mais
Où en est-on aujourd'hui? Nous avons tous entendu parler des difficultés connues justement par Amazon après le lancement de Buy4Me, peu après le lancement, car il a été identifié que le calcul des remises, des taxes ou des frais d'expédition était encore trop complexe. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est réellement du commerce agentique aujourd'hui? Là, on dépasse un peu le cadre du JIO, mais en fait, la problématique technique et contenu reste à peu près la même pour vous. Donc, c'est intéressant à évoquer. Tout à fait, d'autant que le commerce agentique, je pense que ça sera l'étape suivante, dans le sens où quand le JO deviendra aussi mainstream que le SEO, le commerce agentique est l'étape suivante, l'étape suivante. Et bien que ce soit un sujet qui mériterait son webinaire à lui tout seul, je pense qu'en termes de maturité, on est sur le milieu du spectre. On n'est plus dans un écosystème traditionnel où c'est l'achat qui est entièrement piloté par l'humain. On le voit avec l'exemple que tu donnais plus tôt, Arnaud, avec Akeneo, c'est que on a de plus en plus le recours à des systèmes d'assistants ou d'agents, de plus en plus, qui permettent de recommander de manière très profonde les besoins. Et je pense qu'en fait, actuellement, on est dans la phase 3, donc Agent Driven Commerce, où on a des agents qui sont en mesure de rechercher, comparer, négocier, voire même effectuer des transactions avec, malgré tout, un humain qui reste dans la boucle. L'idée, en tout cas, si on écoute les grands players de la tech, c'est que d'ici quelques années, on a un écosystème full agentique avec des agents qui font tout pour nous et qui n'ont plus besoin de nous. Il y a des prédictions assez utopiques, on pourrait presque dire, d'ici à 2030. Est-ce que ça arrivera à temps? Est-ce que ça prendra plus de temps? Est-ce que ça arrivera tout court? Ça reste à voir. Il me semble que tu fais une keynote sur ce sujet jeudi soir, Arnaud. Oui, en effet, je parlerai un petit peu des protocoles de communication avec les agents pour ceux qui pourront être présents en fin de journée au cocktail de fin d'événement. Pour en revenir au JO, qui est le sujet d'aujourd'hui, peut-être que ça vaut le coup de définir un petit peu, en tout cas, selon nous, ce qu'on pense, comment se définit le JO, c'est la manière de s'assurer que vos produits, vos contenus, votre expertise et en fin de compte, votre marque soient pris en compte lorsque les LLM et les autres moteurs génératifs et agentiques génèrent des résultats à partir d'outils tels que Google, les Overview quand ça arrivera en France, mais aussi ChatGPT, Perplexity, Bing Copilot, Claude, peu importe, sans que les clients ne visitent directement votre site web. Donc en fait, c'est comment on fait en sorte que ma marque, mon produit, mon service soit visible dans des outils tiers, sans que l'utilisateur n'ait à passer directement à faire la recherche lui-même dans Google. Et alors que le référencement naturel, donc alors que le SEO, on cherche plus à obtenir un bon ranking sur une page, le JO, c'est plus une recommandation et plus la recommandation qui sera donnée par l'IA plus que le classement numéro 1. Si on prend par exemple l'achat d'un vélo, de ville, un VTC, peut-être que si vous êtes bien ranké sur une requête du type meilleur vélo de ville ou meilleur VTC, vous avez des chances d'avoir du trafic, très probablement, mais sur le JO, la logique sera différente. On ne cherchera plus à optimiser pour une requête, on cherchera à optimiser pour une intention. Et dans le cadre d'un parcours qui prendrait en compte les LLM, la demande ne sera peut-être pas meilleur vélo de ville de la part de l'utilisateur, ça sera peut-être plus quelque chose comme je fais 10 km pour me rendre au travail, je traverse le bois de Boulogne, sur des chemins de terre, j'ai un enfant que je dépose à l'école avant d'aller au bureau, et il me faut un vélo qui nécessite peu d'entretien, qui soit facile à garer dans la cage d'escalier de mon immeuble. Et en tant que fabricant et en tant que retailer, vous voulez évidemment que votre vélo figure dans la liste que ChatGPT ou peu importe l'outil recommandera à l'utilisateur, et du coup cette logique n'est plus la même. On passe vraiment du mot-clé à l'intention de recherche plus en détail. Dis-moi Alexis, là on parle de JIO, il y a aussi des autres acronymes un peu bizarres comme GSEO, AEO, GAIO ou LLMO. Bon, est-ce que tu peux me dire un petit peu ou nous expliquer les différences qu'il y a entre ces différents sujets ou ces différents outils ou approches? Alors, il y a des subtilités pour chacun des acronymes. Maintenant, je pense de manière générale que
dans l'essentiel, ces acronymes rappellent tous au même sujet. On parle de référencement sur les moteurs génératifs, donc JEO, Generative Engine Optimization. Le sujet, ça reste celui-ci, donc on va peut-être utiliser différents termes au fur et à mesure de la présentation, même si on a essayé de se restreindre à l'emploi du JEO, on parlera de la même chose, hein, on parle vraiment de ce concept-là. Et du coup, puisqu'on a parlé à la fois de SEO et de JEO, puisque j'en ai parlé, si on prend un exemple de parcours de recherche classique d'une personne qui chercherait par exemple des skis hors piste en l'occurrence, une recherche traditionnelle, vous allez avoir une liste de résultats. Vous connaissez l'interface que vous avez à l'écran. Vous voulez classer le plus haut possible, évidemment. Alors, en deçà des résultats sponsorisés, bien entendu, et en deçà des overviews quand ceux-ci seront disponibles en France. Mais l'idée, c'est d'avoir un produit qui soit sur le premier listing. Maintenant, pour les recherches plus avancées, donc il y a Overview que vous avez, donc vous avez un exemple à l'écran, donc vous avez votre barre de recherche, vous avez Overview juste en dessous, puis les résultats sponsorisés, les liens vidéo, et ensuite les résultats organiques. Le troisième cas d'usage, donc celui qui prend le plus en plus d'importance, c'est ce qu'on disait au début de la présentation, c'est le même parcours, mais dans un LLM. La différence peut-être entre une recherche comme vous avez sur le premier écran à gauche et une recherche comme vous avez sur le dernier à droite, c'est que on a un process qui est beaucoup plus interactif avec un LLM qu'on pourrait avoir sur Google, et on peut presque employer l'analogie que c'est en fait un conseiller impartial, entre guillemets, qui nous conseille tout au long du parcours. On peut poser des questions follow-up, alors que sur Google, on peut plus ou moins le faire en changeant le champ de la recherche, mais c'est quand même pas aussi dynamique. Et donc, l'avantage de la dernière étape, notamment avec les dernières évolutions qu'OpenAI a implémentées, tu parlais Arnaud tout à l'heure du fait qu'on n'ait plus besoin de sortir de la conversation pour acheter, c'est quelque chose d'assez récent, mais c'est dans cette direction que le commerce agentique se dirige. Et force est de constater que c'est efficace d'un point de vue utilisateur, de plus avoir à basculer d'une fenêtre à l'autre pour pouvoir avoir sa réponse et in fine passer à l'achat. Ok, écoute, revenons aussi au client qui est au centre de tout ça. De manière générale, il existe deux manières d'aborder le sujet pour eux. Il y a grosso modo deux types de requêtes qu'ils envisagent. La première, c'est une requête informative. Et l'IA fournit alors immédiatement une réponse complète avec l'objectif pour vous d'être cité comme une référence. L'intention du client est d'en savoir plus sur un sujet, comme par exemple, quelle est la crème solaire la plus sûre pour des enfants. Le client a l'intention d'en savoir plus sur un sujet, et puis il va avancer dans sa requête. Ça va être pour une crème solaire pour être au ski sur la montagne, ou à la plage, ou dans le désert, en hiver, en été, peu importe. Et donc, il finit par avoir beaucoup d'informations sur un sujet, par obtenir une liste de sources fiables qu'il peut consulter pour approfondir ce sujet. Et donc, en continuant de poser ces questions, il arrive à une compréhension très détaillée du problème et des sources fiables, techniques, pour répondre à ce besoin. Le deuxième type de requêtes qui sont formulées par les clients sont des requêtes commerciales avec un objectif transactionnel. Alors, l'IA va interroger votre système avec des questions, puis il va recommander des produits. Là, pour vous, l'objectif, c'est de figurer dans cette liste restreinte. L'intention du client est clairement d'acheter un produit ou un service. Et là, le JEO va optimiser différemment pour chaque cas. L'information concerne la mise en confiance du client, le commercial concerne la disponibilité et les données sur les produits spécifiques. Si l'utilisateur le souhaite, il continue à poser là aussi plus de questions, en créant une conversation, comme il le ferait en parlant à un ami ou un expert qu'il connaît, qui pourrait lui donner conseil, quelqu'un auquel il a vraiment confiance et qu'il considère comme impartial. Et là, le point essentiel à retenir, c'est que vos métadonnées
compris les avis. Donc, on a vu tout à l'heure les avis, mais on a vu également pardon. Mon Dieu, pas les Q&A. Alexis, rappelle-moi, tout à l'heure, on a évoqué notre participante qui a la chaîne d'hôtel dans le sud de la France, disait que c'est les FAQ. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc ça également, c'est une source d'information très précieuse pour créer cet état de crédibilité et de neutralité. Donc, il faut que vous soyez certain que toutes les informations dont vous disposez soient exploitables par les LLM. Alors, avant de te poser une question, Arnaud, je vais juste peut-être résumer un petit peu ce qu'on vient de dire là. Que ce soit une requête informative ou transactionnelle, le processus de la part des LLM pour aller chercher l'information reste le même. C'est juste que le type de données qui sera allé chercher ne sera pas priorisé de la même manière selon que le LLM ou l'outil que vous utilisez comprenne que vous cherchez de l'information ou que vous comprenne que vous cherchez à acheter quelque chose. Et donc, dans le cas où vous cherchez à acheter quelque chose, peut-être qu'il ira chercher des données sur le pricing ou sur l'état des stocks, plus que si vous cherchez purement à comprendre quel type de crème solaire vous devez appliquer pour aller en vacances en Crète en juillet. Voilà. Mais le process reste le même. Mais est-ce que d'ailleurs, Arnaud, en parlant de ce process de recherche d'informations avec un LLM, est-ce que tu n'as pas un exemple de quelque chose que tu as trouvé récemment? Oui, on en avait parlé, effectivement. Je cherchais une bâche pour couvrir la Golf de mon fils, de notre fils, qui est garé, parce qu'il se déplace pas mal, un certain temps devant la maison. Et impossible de trouver des informations très précises, notamment sur la taille, en cherchant sur les sites, parce que j'avais des informations très génériques. Par contre, en demandant à l'IA, qui est allé scraper notamment les avis clients, j'ai pu avoir confirmation de ce que je cherchais, c'est-à-dire une bâche qui résiste aux intempéries, avec des attaches pour éviter qu'elle ne s'envole, de couleur claire, avec une couche intérieure douce pour éviter de rayer la carrosserie. Enfin, tout un tas d'informations qui n'apparaissaient pas sur les sites précis des différents commerçants qui vendaient la bâche, mais par contre dans les commentaires clients. Donc, c'est ça qui a fini par me décider et m'aider à conclure mon achat. Bon, prochain sujet, pratiquement, comment devenir la marque recommandée par l'IA? C'est une question essentiellement de confiance et de crédibilité. Et comme on l'expliquait, les outils doivent vous considérer comme une source essentiellement fiable. Tout à fait. Et d'après notre expérience, il semblerait que beaucoup repose sur 3 piliers, autorité, pertinence et ensuite technologie. Et donc autorité, ce dont on veut parler par autorité, c'est vraiment quel poids en fait votre domaine a pour l'LLM. Donc au niveau backlink, est-ce que vous avez des backlinks qui renvoient vers votre domaine? En fait, c'est des bases qui sont les mêmes pour le SEO. Hein. Les backlinks, les mentions, les références, la réputation de votre marque, de manière générale, il y a un assessment, une évaluation qui sera faite par l'LLM à chaque requête. La pertinence, à quel point votre contenu par rapport à la requête qui est soumise par l'utilisateur est pertinent pour répondre à cette requête. Est-ce qu'il répond directement aux besoins qui a été soumis? Et ensuite, le pilier 3, c'est la technologie, c'est s'assurer que votre site soit indexable facilement, qu'il se charge rapidement, que l'IA et les moteurs génératifs puissent accéder facilement à votre site et interpréter son contenu de la manière la plus optimale possible. Je sais que tu vas nous parler plus particulièrement de la pertinence, et tout à l'heure on évoquait l'idée de la relation entre un client ou un prospect et l'intelligence artificielle, cette relation de confiance. On le disait comme si on parlait à un ami ou à un expert qu'on pense crédible. Donc la partie autorité et neutralité entre guillemets est en fait vraiment très importante. C'est pour ça tous ces backlinks, toutes ces références externes au contenu direct de votre site, même si lui-même doit être très enrichi, etc. On en reparlera. Enfin, vous avez compris que c'est un élément critique. Donc, cette partie autorité établie à travers différentes sources d'information est effectivement très importante. Enfin bon, je sais que tu veux nous parler plus particulièrement de la pertinence. Mais c'est un bon point dans le sens où l'autorité, de manière générale, c'est ce que je disais, c'est le même principe qu'avec le SEO traditionnel. Plus
plus votre DA, donc Domain Authority, elle est élevée, plus vous avez de chances de ranker sur les premiers résultats. C'est exactement pareil pour le JO avec des mécanismes différents. Là où, pour le coup, effectivement, je reviens sur la pertinence. La pertinence prend une importance tout à fait différente, même si on peut encore faire des analogies avec le SEO, c'est que, comme je le disais plus tôt, dans une requête soumise à un LLM, et dans le JO de manière générale, on ne se résume pas à chercher à ranker pour des mots-clés. Il y a des entités, il y a des intentions conversationnelles qui sont établies par le LLM lors de l'échange avec l'utilisateur. Et il y a, au fur et à mesure, il y a un grade de connaissance qui va être développé sur qui vous êtes, ce que vous offrez, pourquoi vous êtes pertinent dans le contexte de cette recherche-là. Il y a des settings additionnels qui peuvent être employés selon le fait que le LLM ait de la mémoire sur l'utilisateur. Je pense que si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou Claude ou même Gemini de manière moindre, vous avez cette option de mémoire, si vous avez un compte payant ou gratuit d'ailleurs, et qui permet au LLM, avec le temps, de garder en mémoire certaines préférences que vous avez. Ça aussi, ça joue. Et les LLM utilisent en fait des outils de recherche classiques pour aller enrichir leurs réponses. Donc, ils vont aller faire une query à votre site pour aller vérifier X, Y, Z. Et ça repose avant tout par un bon référencement. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ils vont ils vont aller visiter plusieurs sites. Admettons qu'on reprenne l'exemple des skis hors piste. Peut-être que le LLM, il va aller vérifier les skis d'Élan, de Rossignol, de plusieurs distributeurs. Et puis après, il va analyser ses réponses, il va déconstruire le contenu qu'il aura récupéré pour l'afficher, pour vous donner la réponse que vous allez avoir dans votre interface, dans votre chat, qui sera donc synthétisée par rapport à toutes ces préférences dont on parlait plus tôt. Ce qui signifie donc pour le JO que votre contenu doit aussi être structuré. On parlait tout à l'heure des FAQ, c'est très intéressant d'un point de vue visibilité pour les LLM. Il doit inclure des faits du contexte afin que l'IA puisse vous faire confiance. Il y a un élément qui est très important, il était déjà pour le SEO, mais il y a encore plus, c'est les avis d'experts. Si on reprend l'exemple des skis, si vous avez un sportif de haut niveau qui parle de vos skis de manière élogieuse, ça va sûrement jouer plus que si c'était vous, responsable marketing, qui en parlez. Ça sera peut-être un peu plus objectif. Objectif, entre guillemets, on se comprend. Et le dernier point, donc, être facile à parcourir, c'est ce que je disais sur l'aspect technologie. Il faut que votre site soit rapide, mais au-delà de l'aspect technique du site de manière globale, c'est facile à parcourir le contenu par page. Donc les en-têtes, les listicles, des tableaux, afin que l'IA puisse extraire un maximum d'informations. D'ailleurs, peut-être avant de passer à la prochaine slide, Arnaud, si on revient sur les trois piliers, ce que j'aime dire, après en avoir discuté un petit peu avec des collègues à moi plus techniques, c'est que ces trois piliers, on aime bien les comparer au framework EIT de Google. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, EIT, c'est l'un des modèles avec lesquels Google décide de comment le ranking sur son moteur de recherche est fait. EIT, c'est expertise, authority and trustworthiness. Donc, expertise, ça coule de source, autorité, donc c'est le premier pilier à l'écran, et trustworthiness, donc c'est à quel point vous êtes digne de confiance. Et l'analogie qu'on aime faire, c'est qu'en fait, ces trois piliers que vous avez à l'écran, c'est un petit peu le EIT pour le JO. C'est comme ça qu'on a tendance à le simplifier. Je peux passer à la slide suivante. OK. Pour les techniciens qui sont parmi nous aujourd'hui, le JO ne nécessite pas simplement ou pas particulièrement de faire une refonte de votre écosystème. En pratique, 80% du travail reste le même que celui que vous devriez faire pour avoir de bons résultats SEO sur la partie technique. Donc, il ne s'agit pas de remplacer vos process existants, mais de bien les ajuster, de les complémenter à l'IA et au moteur de recherche d'utiliser ce qui existe déjà, mais en mieux. Tout à fait. Il y a vraiment trois priorités sur cet aspect-là. La première, c'est l'indexabilité et l'accessibilité de notre site. Donc,
tout ce qui va être Core Web Vitals, mais en particulier PageSpeed, l'aspect responsive du site, le fait que le HTML soit lisible et propre. Encore une fois, ça reste des bases aussi pour bien recueillir en SEO. Le fait que vos flux de données et que vos données, votre metadata soit aussi structuré, facile lisible en fait. Votre schema markup, le fait que vous ayez des fils d'Ariane cohérents, le fait que vous ayez une connexion Knowledge Graph. Et le dernier aspect, c'est plus pour le coup la manière dont vous gérez le développement et la création de vos contenus. C'est en fait comment vous vous assurez de donner les clés à votre équipe marketing ou contenu, de produire du contenu qui soit donc cohérent, pertinent, on en reparle de la pertinence, ou de le mettre à jour sans que ce soit un process de longue haleine, puisque il y a un point très important pour l'LM, c'est aussi le cas pour le SEO, je vais dire ça plusieurs fois encore d'ici la fin du webinaire, mais c'est la fraîcheur de votre contenu, c'est quelque chose qui est très très important sur la manière dont vous êtes remonté dans les réponses générées par l'LLM. D'avoir un contenu qui est mis à jour au moins tous les 6 mois, il semblerait que ce soit la meilleure des choses que vous puissiez faire. Donc en fait, comment faire en sorte que votre écosystème de contenu existant et à venir soit en mesure d'évoluer et d'être mis à jour de manière dynamique et régulière. Pour être concret et pour répondre un peu à notre promesse de début de webinaire, quelques actions concrètes à mener pour vous, des prises en compte. Donc, première chose, pour faciliter sa recherche. Rédiger du contenu avec des titres clairs, des résumés courts et des listes à bullet points afin que les moteurs génératifs puissent le comprendre rapidement. Assurez-vous que chaque section porte une réponse complète et autonome, même si elle est sortie de son contexte. Renforcez votre autorité, votre crédibilité. Montrez que vos contenus et vos idées proviennent de personnes crédibles, tels que des experts en la matière et des partenaires, les sportifs qu'évoquait Alexis tout à l'heure, par exemple, pour certains produits, et incluez leur biographie ou des faits références lorsque là c'est possible. Renforcez la confiance en ajoutant des éléments tels que des notes, des avis clients, du contenu généré par les utilisateurs, les FAQ aussi, des récompenses et des témoignages. Utilisez des données, des citations facilement repérées et référencées, validées en faisant du cross-checking. Je vais faire un aparté, Arnaud, Oui, rapidement. vas-y. Pour le premier point, la dernière phrase, assurez-vous que chaque section apporte une réponse complète et autonome qui puisse en fait être utilisée hors contexte. Pour expliquer la raison de pourquoi cette phrase est là, c'est que je disais plus tôt que les LLM vont aller faire des requêtes sur vos sites pour aller vérifier et compléter le contenu qu'ils ont de base dans leur corpus d'entraînement. Ce qui fait que des fois, ils vont parcourir votre page, ils vont juste prendre un extrait de la page, puis un autre extrait d'une autre page, et en fait, ils vont ensuite le synthétiser. C'est pour ça qu'on dit que chaque section, dans l'idéal, doit pouvoir apporter une réponse, parce que peut-être que le LLM ne va pas utiliser l'entièreté du contenu de la page. Et donc, du coup, s'il prend qu'un extrait, est-ce qu'il comprendra quand même l'essentiel? C'est ça l'idée derrière. Je t'en prie, Arnaud. Oui, parfait, merci pour les précisions. Donc, troisième point important, vous l'avez peut-être lu, configurer des canaux personnalisés dans l'outil de tracking qui montreront l'impact des outils d'IA sur le trafic, les transactions et les revenus du site, pour mesurer un petit peu comment votre vrai niveau de performance. Ensuite, configurer un tableau de bord, visibilité des mots-clés du site dans AI Overview ou autres outils d'ailleurs, à l'aide d'outils tels que SEMrush, qu'utilisent déjà certains d'entre vous, en l'occurrence Sébastien, ou AF, surveiller les tendances et les changements, comme ça vous voyez effectivement l'impact de vos efforts. Assurez-vous que le site web est indexable et optimisé, évitez le rendu JS pour les robots, pour les moteurs de recherche moins performants que Google, par exemple, comme Bing. Et enfin, utilisez toutes les fonctions de données structurées recommandées, articles, produits, organisation, etc. Il me restait, je pense, une ou deux informations. Non, c'est bon.
comme j'ai un petit écran, je ne vois pas parfaitement où je suis. Non, j'y suis, très bien. Donc, en résumé, le cumul des signaux d'autorité plus des signaux de pertinence plus une clarté technique fait que l'IA vous fait confiance et vous recommande. Pour les requêtes informationnelles, ça vous permet d'être cité comme une autorité en la matière. Donc, la bonne crème solaire pour l'enfant au ski, par exemple. Et pour les requêtes commerciales, d'être recommandé avec des produits adaptés à des cas d'usage précis. Le fameux vélo qui traverse le bois de Boulogne avec un enfant qui est facile à entretenir et que je peux ranger dans ma cage d'escalier. On a donc la liste de contrôle et le résumé général, mais qu'est-ce qui est important au niveau stratégique? Oui, je pense qu'il y a du contexte sur la slide suivante. Oui, eh bien, il y a quelque chose sur ce sujet très vaste qui me tient particulièrement à cœur. C'est, non, je ne pense pas que ce soit encore cette slide, mais les entreprises doivent s'efforcer de revendiquer leur domaine. Par exemple, nous connaissons parfaitement cette catégorie. Je vais dire par exemple les emballages alimentaires pour la petite distribution. Donc, vous devenez l'expert, vous identifiez comme cet expert, en tout cas c'est l'âme et l'essence de votre entreprise. Vous vivez cette conviction corps et âme. J'ai d'ailleurs eu cette conversation avec l'un de nos clients qui est une grande marque de ski, avec lesquels nous travaillons sur le développement de leur site et l'optimisation générative. Il est apparu clairement ce qu'ils voulaient vraiment, ce n'était pas seulement être bien classé dans les moteurs de recherche, ils voulaient que l'IA comprenne que leur façon d'inventer les skis et de les fabriquer était la meilleure par rapport à leur philosophie. Et dans leur contenu, s'ils écrivent et créent de l'information autour de cette conviction, de leur méthode de travail, sur son importance, sur ce qui la rend meilleure, peuvent réellement être recommandés par l'IA. Parce que certains clients veulent vraiment que leur ski soit conçu avec ce savoir-faire en particulier. Et l'IA peut maintenant non seulement comprendre, mais amplifier cette histoire si elle est identifiée comme la plus pertinente par rapport à la requête du client. En fait, c'est un changement de mentalité assez puissant. Au lieu de dire « nous sommes bon marché » ou « nous sommes les meilleurs en général » ou de simplement jouer avec le référencement, eh bien, vous, industriels et commerçants, vous devez vraiment dire « voici pourquoi notre méthode, notre philosophie est supérieure dans notre catégorie par rapport à notre conviction et notre approche ». Donc, si votre marque a une réelle philosophie, même en tant que distributeur, eh bien, si vous avez cette culture significative, unique, une approche particulière, il faut absolument l'utiliser. Racontez votre histoire, rendez-la visible, c'est ainsi que vous gagnerez à long terme dans le domaine de référencement du JO. Tu peux passer encore une slide, Arnaud. OK. Oups. Un peu de manip, désolé. Et du coup, on y arrive sur un sujet ô combien important, c'est l'aspect de la mesure. Comment on s'assure que votre performance, en tout cas les efforts déployés pour ranker sur le JO, portent ses fruits. Puisque, comme pour toute initiative marketing, growth, contenu, etc., vous investissez du temps, des ressources, un budget sûrement sur le JO. Donc, ça va être important pour vous d'avoir une idée de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je pense qu'il y a trois niveaux de gérer cet aspect mesure du tracking JO. Peut-être qu'au-delà de l'aspect, pour commencer, définir vos KPI, définir vos objectifs, il y a trois niveaux de mesurer ça. Trois niveaux pour mesurer ça. Le premier, c'est d'utiliser des outils historiques. Je sais que plusieurs d'entre vous ont expliqué qu'ils se servaient déjà de GA4 ou d'outils équivalents. C'est possible, d'une certaine manière, de commencer déjà à traquer vos résultats dans les moteurs génératifs avec des outils historiques comme ça, en cherchant les bonnes requêtes. On parlait tout à l'heure du fait que les requêtes deviennent très longues. Si vous vous amusez à définir des requêtes très longues, vous aurez identifié comme étant pertinentes par rapport à votre activité, vous allez probablement déjà avoir une idée du trafic qui vient des LLM. Le niveau 2, c'est d'utiliser des outils SEO dédiés qui ont déployé des fonctionnalités pour traquer le trafic JO. On parlait de SEMrush, il y a Ahref aussi d'une certaine manière, si je ne dis pas de bêtises.
qui a développé ça. D'ailleurs, le screenshot à l'écran, c'est un screenshot de SEMrush, excusez-moi. Et le troisième niveau, c'est des outils dédiés. Donc, imaginez un SEMrush qui est conçu entièrement pour le JO. Je sais que quelqu'un d'entre vous a mentionné Mention. Je ne connais pas Mention, mais pour le coup, j'en connais deux qui marchent très bien. C'est GetMint, je vais vous mettre les liens dans le chat juste après, et PKI, qui sont des outils entièrement dédiés à la mesure du trafic JO. Ils sont payants ou pas? Ils sont payants, il me semble que GetMint, vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit, si je ne dis pas de bêtises, mais ce sont des outils payants comme SEMrush le sont. D'accord. Écoute, on a vu un peu ce qu'il fallait faire pour le JO, mais est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Des trucs à éviter? Tout à fait, il y a 3 grandes erreurs à éviter. Il y a 3 grandes erreurs à éviter. La première, c'est de traiter le JO comme le SEO, et ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, parce que j'ai beaucoup parlé des points qui les rapprochent, mais j'en reviens sur ce que je disais au départ. Pour le SEO, on essaie de ranker sur des mots-clés, sur une requête de plusieurs mots-clés. Le JO, on essaie de ranker sur une intention de recherche. Et donc, bien que 80% du travail reste le même que pour le SEO, le prisme par lequel on rentre dans le sujet n'est pas le même. Donc, ça va impliquer qu'il faut changer la manière dont vous travaillez avec le référencement naturel aujourd'hui, de travailler plus en intention de recherche et en relation entre entités, plus qu'en requête et en mots-clés individuels. La deuxième erreur, c'est de négliger la préparation technique. On en a parlé, hein, c'était le troisième pilier qu'on a montré précédemment. Que ce soit sur l'aspect technologique, donc votre tech stack, que ce soit peut-être aussi sur l'aspect ressources, que ce soit ressources ou compétences de vos prestataires, de vos équipes internes, pour qu'ils aient la capacité de suivre efficacement donc, ces efforts déployés sur le JO. Et le troisième point, ça va être la manière dont vous gérez la production de vos contenus. C'est ce que je disais plus tôt aussi, que ce soit sur la mise à jour de ces contenus, la création des contenus, comment vous communiquer l'unicité, l'authenticité dont Arnaud parlait à travers vos contenus, qui est quelque chose de très important aussi. Comment en fait vous vous assurez que vous êtes le seul à dire ce que vous pouvez, que vous êtes le seul à dire ce que vous dites sur vos produits. On en reprend l'exemple des skis, cette marque dont tu parlais, Arnaud. Ils avaient une philosophie très particulière. Peut-être que la manière dont ils l'abordaient, c'était la seule marque de ski à le proposer de cette manière. Et ça, c'est quelque chose qui aide LLM à vous identifier comme une marque à part. Oui, en l'occurrence, c'est notre client Elon qui est l'inventeur du ski carving. Elan. Par exemple, oui, Elan, oui, pardon. Oui. Tout à fait. Et il y a aussi un point important qui peut-être est moins, comment dire, vous êtes peut-être moins en contrôle là-dessus, bien qu'il y ait des tactiques aussi là-dessus, mais c'est le contenu qui n'est pas sur votre site. Tout le contenu qui va être sur YouTube, sur Reddit, on a parlé de l'importance des avis, d'ailleurs les avis qui t'ont permis de trouver cette fameuse badge, Arnaud. C'est tout un tas de sources qui sont privilégiées par l'LLM pour recommander donc le produit ou le service à l'utilisateur lors de la discussion. Et d'ailleurs, une anecdote à ce sujet, il semblerait que, d'après une étude récente d'Aref, les mentions donc, sur Reddit, sur YouTube, etc., sont 3 fois plus importantes que les backlinks pour apparaître dans AI Overview de Google. On en parle beaucoup d'AI Overview, je sais que c'est peut-être pas encore disponible en France, mais c'est qu'une question de temps. Donc, c'est peut-être pas hors contexte complètement de parler d'AI Overview. Comme on disait tout à l'heure, en fait, le risque, c'est si on continue à se concentrer sur le SEO, c'est qu'on peut être ranké numéro 1 ou très très bien en SEO, et puis en fait, rester totalement invisible dans les recherches basées sur l'IA. C'est tout à fait possible, et c'est un angle mort dangereux. Donc, la question est comment s'y prendre, par où commencer. Donc,
comme certains d'entre vous l'ont déjà entrepris, c'est de faire un audit. La deuxième étape, c'est d'envisager des quick wins. Il ne s'agit pas de se lancer dans des refontes complètes avec des objectifs à long terme. Je pense qu'on veut voir comment on peut rapidement impacter ces performances JO avec quelques améliorations, comme celles qu'on a partagées il y a quelques instants. Et puis, envisager de mettre en place un process d'amélioration continue en prenant en compte les critères spécifiques au JO. On le rappelle, des éléments techniques assez communs au SEO, des éléments de manière de structurer le contenu, qui est donc une nouvelle manière pour vous de faire de la rédaction de contenu, cette conviction que vous devez présenter l'âme et l'esprit de votre entreprise plus que jamais, parce que ce sera compris. Donc, vraiment, être vous-même plus que jamais dans la rédaction de votre contenu. Mais prenez conscience du fait que chaque mois que vous perdez, vos concurrents, eux, alimentent les modèles d'IA qui mémorisent et apprennent au fil du temps et finissent par faire confiance à leurs sources. Donc, attendre ne fait que rendre votre tâche plus difficile. Pour l'audit, nous sommes convaincus qu'il vous faut un partenaire capable de couvrir les 3 piliers de la mise en place d'un pipeline de contenu à la partie technique pour établir cette fameuse autorité pertinence technologie. Et donc, voilà, nous pouvons nous profiler comme ce genre de partenaire. L'idéal, c'est de commencer par un audit. On pourrait vous donner quelques indications sur la forme que ça peut prendre et comment il peut s'adapter aux différentes situations. Oui, c'est vrai que, voilà, les situations des différentes entreprises sont différentes et en fonction de votre niveau de maturité qu'on a un peu évoqué en vous posant quelques questions au début. Donc, nous proposons, nous, un audit qui prend en compte ces différents niveaux de maturité pour analyser ce qui est déjà en place et ce qui reste à faire avec l'idée de s'assurer d'une mise à niveau continue dans vos process. Les comportements de vos clients et prospects vont continuer d'évoluer aussi, il faut le prendre en compte, les technologies de même. Donc, elles suivront, elles continueront à innover. L'important, c'est de rester alerte et que vous puissiez vous adapter sur les aspects commerciaux et sur les aspects techniques pour garantir votre visibilité ainsi que la pertinence de votre visibilité. Notre expertise, qui est, comme on présentait au tout début, à l'intersection du commerce en ligne, de l'expérience et de la technologie, nous permet de vous fournir cette vue d'ensemble complète et en fonction de vos besoins spécifiques. On a 3 niveaux d'audit qui sont proposés. Core, standard et complet. Le core, ça va se concentrer sur des gains rapides, faire un petit bilan de santé. Dans notre audit niveau standard, nous ajoutons une préparation de votre plateforme à l'IA. Et enfin, avec notre audit complet, nous rajoutons des benchmarks de vos concurrents et une réelle stratégie de contenu. L'audit complet va au-delà du JO SEO technique et se concentre également sur comment est conçu votre contenu, une stratégie de croissance à long terme basée sur l'analyse de votre concurrence dans ces domaines. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour obtenir plus des détails et voir quel format d'audit pourrait convenir le mieux à votre entreprise, à votre situation et vous permettrait d'avancer sur ce sujet. Alexis, tu as peut-être déjà noté quelques questions dans le chat et si je n'en vois pas moi tout de suite, mais peut-être que certains d'entre vous auraient des questions à poser sur le sujet de JO, la situation de votre entreprise, votre niveau de maturité, des clarifications par rapport à ce que nous avons partagé jusqu'à présent. Je n'ai pas noté de questions. J'ai pris soin de mettre les liens vers les 2 outils dédiés dont je parlais plus tôt. Il semble que ce soit clair pour mémoire. Parfait. En tout cas, si vous n'avez pas tout de suite des questions, soit techniques, soit pratiques, soit effectivement sur comment un audit pourrait vous aider et ce à quoi ça correspondrait pour votre cas spécifique, n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de ce webinaire. Voilà, du cocktail. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Donc. Merci à vous, bonne journée.